Bonjour, ici Roger Clavet. Bienvenue à Interroger. Vous savez, maintenant, c'est une habitude. Interroger, c'est l'émission où chaque question mérite sa réponse. Puis aujourd'hui, j'ai pensé faire un peu... nous mettre dans un esprit de jeu. On va faire une devinette. Alors, la devinette est la suivante. Et écoutez bien, je ne dis pas « qui suis-je », je dis « que suis-je ». Donc, on cherche un objet. J'accompagne souvent vos repas au restaurant. Je m'invite à votre table, quoi. Je prends place à côté de vous. Parfois, vous me chatouillez parce que vous écrivez sur moi des petits mots doux, des mots tendres, des adresses, des numéros importants. Et aussi, par mégarde, il vous est arrivé de renverser des trucs sur moi. De la sauce tomate, de la bière, du café, enfin. Ça vous donne peut-être déjà une idée? Allons voir la réponse, vous allez comprendre. Ah bon, vous aviez deviné la réponse? Ben bravo. C'est vrai que sur ces petits napperons, il s'en écrit des choses. Il y a peut-être même un auteur, quelque part, un poète, qui a commencé à écrire les premiers mots, les premières lignes d'un roman qui est devenu célèbre. On ne sait jamais, hein, c'est possible. Maintenant, je voulais en savoir un petit peu plus parce que c'est un média publicitaire encore utilisé de nos jours à l'époque de l'ère numérique. Parce qu'on voit souvent encore des gens au restaurant étirer leur café, leur repas, puis là, quand ça fait un petit mois, ils jettent un coup d'œil sur le service de remorquage, le service de garage, le salon de coiffure. C'est fait pour ça. Donc, en gros, j'ai été voir CB Impression. Hein, c'est un imprimeur de la région ici, à Saint-Raymond, très connu. Et j'ai rencontré Gaëtan Borgia, qui s'y connaît en matière de produits spéciaux et des papiers en particulier. Vous vous rappellerez de lui, il a été, à la fin des années 70, il a inventé, créé, fondé le fameux journal Le Martinet. Et ce qui était particulier, d'abord, c'était très populaire, c'était en noir et blanc. Alors aujourd'hui, du journal noir et blanc au napperon en papier en couleur, nous avons posé des questions à Gaëtan Borgia. Aujourd'hui, nous rencontrons Gaëtan Borgia, qui est représentant des projets spéciaux chez CB Impression, ici à Saint-Raymond. Bonjour. Bonjour, J'aimerais savoir, en gros, vous êtes dans le milieu de l'impression et des journaux depuis de nombreuses années. Expliquez-nous un peu votre parcours là, avant de commencer à nous dire aujourd'hui ce que vous faites ici. Oui, bien si on commence tout début, ça fait déjà depuis 79, ça veut dire à peu près 47 ans que je suis en affaires, j'avais parti une entreprise à ce moment-là. Puis au fil des années, l'entreprise s'est transformée avec des nouveaux actionnaires, des employés, puis des plus grosses équipes jusqu'à ce que ça devienne les Impressions Borgia en 1989. Puis depuis ce temps-là, l'entreprise a continué, puis elle a été vendue il y a 7-8 ans, qui a été rachetée, puis maintenant c'est CB Impression qui fonctionne. M. Borgia, vous êtes trop modeste pour nous dire que vous êtes à la naissance, à la base même du journal Le Martinet. Qui n'a pas connu le Martinet ici, dans la région? À Saint-Raymond, effectivement, le Martinet, il a fait son succès dès son départ, là, en 89. On était à ce moment-là 8 actionnaires, donc c'est dans l'entreprise, c'est les 8 actionnaires qui ont travaillé là-dessus, plus les employés, les journalistes. C'était une bonne équipe là, qui a parti ça. C'était rentable, ça fonctionnait bien. Oui. Le seul journal que je connaisse qui était en noir et blanc. Oui. Ça fait drôle de dire que ça répondait à un besoin. Puis encore aujourd'hui, je rencontre des gens qui me parlent du Martinet. Donc, c'est un objet de fierté, c'est une belle réalisation. Bien, absolument, c'était une très belle réalisation de l'entreprise, puis tout le monde était bien fier. On a même imprimé le journal pendant plusieurs années sur le papier qui était produit ici à Saint-Raymond. Oui, la papeterie de Saint-Raymond. C'était une fierté pour plein de monde. On saute une étape un peu, on est rendu à CB Impression. Puis moi, ce qui m'intéresse, évidemment, ici, c'est une grosse imprimerie. On fait dans le produit dérivé, on fait dans toutes sortes de produits. C'est quand même incroyable. Et puis, il y en a un aspect qui m'intéresse un peu plus particulièrement, le fameux napperon de restaurant en papier. Ça existe encore. Vous savez, ces napperons où on s'assoit, on prend son café,
Puis, on va le dire, c'est dur de résister à ne pas regarder les produits. C'est ça que vous produisez ici. Oui, oui, entre autres, c'est un des projets qu'on a annuellement. Là, on vend des publicités sur des napperons, on fait la production des napperons, puis on les distribue dans les restaurants du coin. Puis ça, c'est un des derniers endroits où les gens peuvent avoir de la publicité sur du papier. Oui, parce que la concurrence du numérique Ouais. a non seulement décimé beaucoup la presse écrite, mais ça s'attaque même aux napperons de papier. Oui. Alors, mais ça répond à un besoin, puisqu'il y a des gens qui m'en parlent des fois de dire « j'ai annoncé, ça a rapporté Ouais. parce que effectivement, tu es prisonnier. Si c'est juste rapide, tu n'as pas le temps de lire. Mais ton deuxième café, ton troisième, je pense qu'on pourrait faire un concours, puis il y a des gens qui nous diraient tel remorqueur est à tel endroit. Oui. Effectivement. Donc, il y a des gens qui prennent le temps de lire et on s'aperçoit que c'est à gros volume. Vous imprimez ça à quel Oui, en fait, c'est 200 000 napperons par année qu'on imprime puis qu'on distribue dans les restaurants de Saint-Raymond puis Rivière-à-Pierre. OK, tout autour. Puis on fait aussi une version à Pont-Rouge, là, au restaurant 4 Saisons. Donc, OK. on a une bonne quantité de napperons. Est-ce qu'il existe une version numérique du napperon? Ça me vient à l'idée comme ça, je pense. Non, on a gardé ça vraiment papier. On s'est dit, c'est le principe de base, on le laisse sur papier. Est-ce que vous faites l'infographie? Qui fait la conception? Est-ce que c'est l'acheteur, le propriétaire, ou vous suggérez aussi de la mise en page? Oui, on fait l'infographie ici. Il y a quelques annonceurs qui nous envoient leur publicité déjà toute prête, mais sinon, c'est nous, on a des infographistes ici là, qui travaillent là-dessus. On fait le travail vraiment de vente d'infographie, d'impression, on fait tout là, sur place. Je faisais en présentation au début de l'émission une petite devinette en expliquant que c'est très intime le rapport entre le napperon et le client, parce que parfois on échappe du café, de la sauce à spaghetti. Oui, oui. On a même peut-être déjà conçu les premières pages d'un grand roman. Un auteur de passage écrit, puis là, il regarde personne, il met le papier dans ses poches. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Donc, il y a un rapport intime entre le napperon puis le client. Ah oui, absolument. Ça fait partie de notre repas. Hein. Ça fait partie de l'expérience du restaurant. Et quel est l'avantage de ce média-là? Parce que c'est un média. Il y a des gens qui disent, bon, ça n'a plus sa place. Peut-être qu'on doit changer. Ça a encore son utilité, d'après vous? Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, il ne reste pas beaucoup d'endroits où on peut faire de la publicité sur du papier. Il y a des personnes qui ne vont jamais sur le web, sur Internet, qui ne sont pas capables, mais maintenant, sur papier, bien, au moins, ils voient des publicités puis ils peuvent s'informer sur certains commerces. Là. Alors, on peut dire en terminant que vous êtes spécialiste du papier parce que le martinet, c'est votre héritage et le napperon, c'est encore une manifestation de l'imprimé. C'est bien impression, en plus de tous les autres services les autres qu'on offre. produits que vous offrez Oui. également. En tout cas, on vous remercie infiniment, Merci M. à vous. Borgia. Merci. Bonne journée. Bonjour, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un auteur et un collègue journaliste à la retraite, auteur d'un livre très important sur l'ancien maire de Donnacona. Alors, j'ai le plaisir de recevoir notre ami Guy Marcotte. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Bien, c'est plaisir et partagé. Vraiment, c'est un honneur que tu nous fais, Guy, de venir nous voir et nous parler de cet ouvrage-là qui a été publié il y a quelques mois, presque un an, je pense, jour pour jour. Oui, ça a été publié en juin 2024. OK. Donc un peu plus qu'un an. Mais on en parle encore, puis ça parle de Donnacona de l'époque, pas juste ça. Ce grand-père que tu avais, tu vas nous le présenter. Quel genre d'homme c'était Raoul Mathieu? Raoul Mathieu, c'était le père de ma mère. Et Raoul Mathieu, c'était un homme, moi j'ose dire qu'il était visionnaire. Comme grand-père, c'était un très bon grand-père. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager de bons moments avec lui. Quand j'étais enfant, on allait voir mes grands-parents à Donnacona, mais plus tard aussi, on a habité tout près. Ils sont venus habiter, mes grands-parents, à la fin des années 60, dans la région de Montréal, où moi et mes parents en étaient déjà, donc on était presque voisins. Et puis quand j'étais à l'université, en 1976 jusqu'à 1979, mais j'habitais dans le même immeuble que mes grands-parents, donc on se voyait souvent. Donc c'était quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui avait aussi une bonne instruction pour l'époque. Il avait fait son cours classique. Ce qui était beaucoup. Ce qui était beaucoup, parce qu'il est né en 1909, donc faire un cours classique pour les gens de cette génération-là,
c'était pas courant. Donc, lui, il avait fait ça. Et donc, c'était un homme qui avait une bonne culture, et c'est un homme qui aimait évidemment la politique et qui en parlait souvent. Est-ce qu'il y avait une profession, un travail? Qu'est-ce qui le démarquait? Mon grand-père avait commencé, lorsqu'il est arrivé à Donnacona en 1929, il a commencé en travaillant à l'usine Donnacona Paper. Pas l'usine de papier, mais à l'usine où on faisait du panneau pour les maisons, okay. pour la construction des maisons. Donc, c'est là qu'il a commencé à travailler en 1929. Et puis, 1946, il s'est acheté un commerce, une quincaillerie, et il a travaillé, évidemment, dans ce commerce-là jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite, là, comme sur le marché du travail dans les années 60. Ce qui était courant dans ces années-là, pour le Québec de l'époque, lui, il est né à Lowell, Massachusetts. Oui. C'était la filière du coton. Je pense qu'il envoyait beaucoup de familles québécoises en difficulté financière gagner leur vie aux États-Unis. Exactement. Son père, Fortunat Mathieu, était né au Québec, mais il était allé travailler à Lowell dans des usines de coton. Et la mère de mon grand-père, mon arrière-grand-mère, Alphonsine Fréchette, elle, c'était ses parents qui étaient déménagés à Lowell. Donc, elle-même est née à Lowell. Il y a très, très longtemps, la présence canadienne-française, comme on l'appelait à l'époque. Exactement. Les rues portent encore des noms francophones à Lowell, Massachusetts. Oui. Et mon grand-père, donc, est né de cette union entre Fortunat Mathieu et Alphonsine Fréchette. Ils se sont rencontrés à Lowell lorsque mon arrière-grand-père est allé là-bas. Et puis, mon grand-père c'était le deuxième de la famille, mais c'est le seul qui est né aux États-Unis. Tous les autres membres de la famille sont nés au Québec. Ça fait drôle parce que, on va le dire, c'est un récit biographique que vous prenez, on va se vous voyez, du début, c'est-à-dire, vous avez eu la chance de tomber sur les archives de M. Mathieu. Dans ce sens-là, vous étiez privilégié d'avoir accès à cette collection-là? Complètement. Et mon grand-père, je veux dire, il était ramasseux. Donc, il avait conservé plein d'archives des années 40, des années 50. Donc, il avait tout conservé. Beaucoup de documents de l'époque où il était maire, entre 1958 et 1967. Et dans les années 70, dans les dernières années de sa vie, il écrivait ses mémoires. Il compilait ses archives, il écrivait ses mémoires, et je me rappelle très bien de l'avoir vu faire là, quand j'habitais à Sainte-Foy. J'étais C'était comme un objectif caché. Il souhaitait là, que quelqu'un déterre tout ça, mais sans trop se faire d'illusions. Il voulait laisser une trace pour les générations futures. De son passage. Et puis éventuellement, c'est une de mes tantes qui a récupéré ces archives-là et les mémoires de mon grand-père. Puis un jour, elle m'a dit, « Toi, tu es journaliste, tu vas savoir quoi faire avec ça. » Elle m'a remis les documents. Et ça a été un projet de retraite. J'ai, à partir des archives de mon grand-père, et en faisant évidemment quelques recherches complémentaires pour s'assurer vérifier, et compléter certains sujets, bien, ça a donné le... Il ne vient pas tout de suite à la politique municipale, parce qu'on en vient à Donnacona, mais il va plonger avec le Bloc populaire. Oui. Rappelez-nous un peu le contexte du Bloc populaire, qui était bien avant le Bloc québécois ou d'autres mouvements ou partis nationalistes. Qu'est-ce que c'était le Bloc populaire? Puis je pense qu'il y avait l'ombre d'André Laurando comme intellectuel à l'époque. Exactement. Le Bloc populaire, c'était c'était un parti politique, tant sur la scène québécoise que fédérale. Donc, il y avait des candidats aux élections du Québec comme aux élections fédérales. Et lorsqu'il y a eu le congrès de fondation du Bloc populaire au milieu des années 40, mon grand-père a été le délégué du comté de Portneuf à cette pour le Bloc populaire qui avait lieu à Montréal. Et bon, il y avait André Laurando, Jean Drapeau, l'ancien maire de Montréal, avait fait partie du Bloc populaire. Donc, il y avait plusieurs personnalités de l'époque. Et mon grand-père était là-dedans. Ça a été, je dirais, sa première incursion en politique. Ouais. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été candidat non plus pour le Bloc. Bon. Mais il s'est impliqué quand même au début de ce parti, qui est un parti nationaliste, anti-conscription d'ailleurs. Ah bon? Bon, alors je ne vous demanderai pas si c'est resté dans la famille, mais en tout cas, on va faire un autre saut. 4 ans plus tard, en 1948, là, il est candidat au provincial, le Parti libéral du Québec. Parti libéral du Québec dans Portneuf. À l'époque de Duplessis. On est encore avec le règne de Maurice Duplessis. Oui, et à l'époque où le parti de Maurice Duplessis était très, très fort. Omniprésent. Omniprésent. Oui. Et mon grand-père s'est donc présenté en 1948 dans Portneuf pour les libéraux. Il a été battu à plate couture par Bona Dussault, qui était ministre et député pour l'Union nationale. Et pour mettre dans le contexte, rappelons qu'il y avait 82
circonscription sur 92 qui appartenait à Maurice-Duplessis. Exactement. Alors, c'était difficile de vaincre dans ce contexte-là. Et en 1948, moi, ce que j'ai toujours entendu de la part de mon grand-père et de ma mère, qui était sa fille aînée, c'est que sa campagne électorale en 1948 lui avait coûté 5 000 $, ce qui était beaucoup. C'est une grosse somme. 5 000 aujourd'hui correspondrait à 40, 50 000, peut-être plus même. C'était beaucoup d'argent pour l'époque. Wow, donc, il s'était présenté en 48, il n'a pas été élu. Mais il y a eu la piqûre, je pense, à partir de ce moment-là. Puis là, on le retrouve dans une vraie campagne municipale qui va marquer sa carrière, qui va marquer la région de Donnacona et au-delà. Alors, il y a les élections à la mairie de Donnacona en 1958. Oui, et là, ce qui est particulier, c'est qu'en 1958, mon grand-père s'est présenté contre le maire sortant, Victorin Godin, qui était son beau-frère. Ça, c'est pas tous les jours se présenter contre son beau-frère. Oh, ça devait faire des bonnes discussions à la maison, ça. Victorin Godin, c'était le frère de ma grand-mère, donc le frère de l'épouse de Raoul Mathieu. Et mon grand-père s'est présenté contre le maire sortant, qui était là depuis 6 ans. Il l'a battu. Et il est devenu maire, mon grand-père, donc jusqu'en 1967. Mais il y avait des relations assez tendues parce que ce que j'ai cru lire, c'est que ça disait que ce monsieur Godin-là disait des choses qui rabaissaient toujours votre grand-père en disant « il n'a pas fait ci, c'est pas un bon candidat, misez sur moi ». Ça détériorait leur relation. Mais il ne s'est pas présenté contre lui, mais il s'est présenté pour lui. Oui, les deux, dans le fond, les deux se dénigraient l'un l'autre. Mon grand-père, dans ses archives, il avait un discours, son dernier discours de campagne électorale à quelques jours, l'avant-veille, je pense, des élections, 27 pages dactylographiées. Ça, c'était son discours. Il a dû parler pendant 1 heure de temps, j'imagine. Aujourd'hui, on a Poutine, on a Trump, on a des gens pour en faire des discours. Et son discours, tout le long du discours, il parlait du maire sortant, son beau-frère, en disant que c'était pas un bon gestionnaire, que toutes sortes de choses. Il le dénigrait, mais sans jamais le nommer. Et le contraire aussi, Victorin Godin, le maire sortant, parlait de son adversaire, son beau-frère, mais disons que les mots n'étaient pas toujours tendres. Non. Mais c'était l'époque. Mais cette mairie, qui va durer 9 ans, je crois, oui, presque, oui, 9 ans, a amené un lot de transformation pour Donnacona, pour la région Port-Neuf. Parmi les projets, les réussites, qu'est-ce qu'on peut mentionner du maire de Donnacona à l'époque? C'était une époque, il faut le dire, là, où il était au bon endroit au bon moment. Les années 60, c'était une année où le Québec se développait beaucoup. Donc, parmi les choses que mon grand-père a faites à Donnacona, entre autres, municipaliser la distribution de l'eau potable, qui, avant ça, dépendait uniquement de l'usine de papier Donnacona Paper. Donc, c'était elle qui gérait la distribution de l'eau. Lui est arrivé, il a dit non, on va faire ça nous-mêmes, la ville de Donnacona, les autorités municipales ont municipalisé ça. Il y a eu ça, il y a eu la construction de l'aréna de Donnacona, oui. Il y a eu la construction de l'école d'art et métiers, éventuellement, et ça s'est développé pour devenir l'école polyvalente à Donnacona. Vous avez mentionné tantôt qu'il était visionnaire. Oui. Il a déjà jeté les germes de ce qu'allait devenir nos centres scolaires et les centres pour personnes âgées également. Oui, les maisons des aînés, comme on dit aujourd'hui. Il avait, dans ses projets, puis ça s'était concrétisé au moment où il a quitté, le domaine du souvenir. Le domaine du souvenir, c'était une résidence pour les aînés autonomes et semi-autonomes. À cette époque-là, dans les années 60, on en voyait très, très peu de ça. Et lui avait décidé, on va faire ça. Ça va servir pour les gens de la municipalité des Écureuils, de Donnacona et de Cap-Santé. Ça s'est concrétisé, ce projet-là. Ça a ouvert en 1968. Mon grand-père était encore, à ce moment-là, président du conseil d'administration de l'organisme. Il n'était plus maire, mais cette résidence-là, pour aînés autonomes et semi-autonomes, a vu le jour. Puis aujourd'hui, c'est le centre d'hébergement de Donnacona. Ça a été repris par le gouvernement du Québec. C'est un CHSLD. Depuis la publication du livre, Guy, est-ce que vous avez eu des échos, des commentaires, des précisions? Il y a des contemporains, aujourd'hui il aurait plus de 100 ans, là, mais il y a des gens qui ont connu, soit par leur oncle, par leur tante. Qu'est-ce que vous avez entendu le plus souvent comme commentaire? J'ai entendu, parce qu'à quelques reprises, je suis allé à Donnacona pour présenter mon livre
entre autres, le marché de Noël, aussi au Salon du livre Porte-de-Voix. Et il y a des gens qui venaient me voir, puis il y a des gens, j'ai connu votre grand-père, je me rappelle de votre grand-père. Ah oui? Je me rappelle de votre mère, je me rappelle de votre tante, de vos tantes. Ça fait drôle, hein? Donc, c'était agréable. Et un des compliments que j'ai eus, et c'était vraiment un plaisir d'entendre ça, c'est un monsieur à Donnacona qui aime beaucoup l'histoire, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, qui a d'ailleurs travaillé à mettre sur pied une société historique. Et il a lu mon livre, puis il m'a dit, il y avait plein de choses que je connaissais sur Donnacona, mais en lisant votre livre, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Donc ça a été un beau compliment qui m'a fait bien plaisir. C'est bon, là, ce que vous mentionnez, l'allusion au musée, au patrimoine. Le Centre régional d'archives de Portneuf a quelques livres à l'entrée, parce qu'ils sont fiers de montrer ça. Mais c'était drôle parce que quand j'étais voir le Centre régional, j'ai dit, c'est vos archives qui ont servi à l'auteur, a dit. Non, c'est l'inverse. Il nous a donné la collection de son grand-père. Exactement. Moi, j'avais la collection de mon grand-père, avec laquelle j'ai écrit le livre qui a été publié. Et maintenant que tout ça est complété, bien là, j'ai remis les archives de mon grand-père au Centre d'archives régionales du comté de Portneuf. Et on peut en trouver des copies encore, des exemplaires, aux éditions Gide, 2024. Exact. Donc, le titre du livre, c'est J. Raoul Mathieu. Puis, je m'en voudrais de ne pas vous demander quelque chose. On sait que les temps changent. C'est difficile de transposer une époque à une autre. Est-ce que c'est une personne qui aurait été en mesure d'affronter les réseaux sociaux? On voit maintenant des carrières se font et se défont avec les médias sociaux. Est-ce que c'était un homme qui avait... c'est difficile vraiment de se mettre dans la tête de cette époque-là, mais est-ce qu'il aurait eu la couenne assez dure pour passer au travers des critiques qu'on entend aujourd'hui? Je pense qu'il avait la couenne assez dure. D'ailleurs, à l'époque, il y a eu des tiraillements, des fois avec ses conseillers municipaux, et il ne se gênait pas pour dire ce qu'il avait à dire. Je me rappelle même une anecdote, et j'ai trouvé ça dans ses archives. À un moment donné, les conseillers municipaux avaient pris une décision qui lui déplaisait, et il les avait traités d'enfants d'école. Donc, oh mon Dieu, il avait la couenne dure. Il était orgueilleux, d'autre part, mais il avait la couenne dure. Donc, peut-être que s'il était là aujourd'hui, il pourrait passer à travers certaines tempêtes. Mais aujourd'hui, c'est presque un compliment. Il y a tellement d'autres épithètes qu'on donne aux gens, ça pourrait les décourager. Finalement, votre exercice a été complété. C'était une tâche de retraite. Le journaliste, l'ancien journaliste à la retraite, puis on demeure toujours journaliste. Comment vous le voyez? Comment vous la voyez à l'époque actuelle avec les déchirements, les influenceurs? Est-ce que, à la fois, je vous demandais pour votre grand-père, mais pour vous, comme journaliste, est-ce que ça serait encore possible de faire le métier d'informer en démêlant le vrai du faux? C'est ce qui m'agace le plus, moi, de voir la désinformation. Des gens qui... Pas besoin d'aller tellement loin. On va aux États-Unis, il y a un président qui va compter des mensonges, et ça, c'est reconnu, et pour plein de gens, ça devient la vérité. Ça m'agace. Lorsqu'on fait le travail de journaliste, c'est d'aller chercher les faits, de donner les faits, de ne pas donner notre opinion, et à partir de ce moment-là, les gens font leur propre opinion à partir de faits. Mais là, de plus en plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit de la désinformation, des gens qui critiquent aussi souvent sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils sont anonymes derrière leur clavier. Et ça, je trouve ça difficile. Mais d'où l'importance d'avoir encore des journalistes qui font leur travail de façon indépendante, bien soutenus par leurs médias, bien protégés par leurs médias pour pouvoir donner la bonne information. Et Guy, comment voyez-vous votre prochain grand défi de retraite, là? Un autre livre, peut-être, parce que ça doit donner le goût d'écrire, non? Je sais pas, c'est quand même beaucoup de travail. Peut-être un autre livre, mais je sais, vraiment encore, je ne sais pas. Ce que je souhaite encore, cependant, c'est de pouvoir voyager pendant que je suis encore assez en forme pour le faire. Et ça, j'espère bien le refaire bientôt. Un autre livre, on ne sait jamais, mais pour le moment, je n'ai pas de projet de ce côté-là. En tout cas, je vous remercie, Guy Marcotte, d'être venu nous voir ici, à interroger. Et on va faire un plaisir aux gens de dire, allez vous procurer l'ouvrage, c'est très intéressant. Vous allez voyager, ceux qui, justement, qui voyagent
en lecture, qui n'ont pas connu cette époque-là, qui était riche en actualité, beaucoup d'informations. Alors, on vous remercie infiniment et au plaisir de vous revoir dans une autre occasion. Bien, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Guy. Bon, voilà qui complète notre émission Interrogé. J'espère que ça vous a plu. Si oui, dites-le à beaucoup de personnes. Sinon, ben, venez me le dire. On essaiera de faire mieux. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir à Interroger et on se dit à très bientôt. Au revoir.